Alors, pour les points suivants, je vais aller un peu plus vite pour vous expliquer comment faire après par vous-même. L'objectif, c'est de vous en faire un bien complet. Et puis après, vous verrez que les autres, ça va venir assez rapidement. Bon, là, on va s'intéresser donc au point numéro 3 du programme officiel. Je vous le relis, le point numéro 3, mais comprendre que les évolutions... que connaître les principaux descripteurs de la qualité des emplois, conditions de travail, niveau de salaire, sécurité économique, horizon de carrière, potentiel de formation, variété des tâches. Ça, c'est le programme officiel. Au bac, on vous dirait juste, enfin, on pourrait vous sortir comme sujet, présenter les principaux descripteurs de la qualité des emplois. D'accord? Ça serait le sujet, en l'occurrence, qui tomberait au baccalauréat. Je vous rappelle que c'est des copier-coller du programme. Mais ça s'arrêterait ici, ce qui est un peu différent du programme. Je vous rappelle que le réflexe numéro 1, en l'occurrence, c'est de définir. D'accord? Donc là, la définition qui est attendue, c'est la définition de ce que c'est qu'un descripteur de l'emploi. Donc là, il faudrait simplement reprendre la définition de votre cours et puis de remettre, en l'occurrence, que ça permet, c'est un critère qui va permettre de décrire si un emploi est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Donc là, c'est très rapide, mais il faut bien penser quand même à le poser. Le réflexe numéro 2, et ici vous allez voir qu'il vous est très précieux, c'est de réfléchir au programme officiel que vous aurez évidemment bien maîtrisé d'ici la fin de l'année, pas de panique si ce n'est pas encore le cas. Le programme officiel, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il est relativement sympa avec vous ici, puisqu'il va vous donner les 6 descripteurs de la qualité de l'emploi qui sont à connaître. Donc là, il n'y a pas besoin de se dire, oui, je sais plus, je sais pas comment organiser ma rédaction. Il faut juste avoir ce réflexe de dire, bon, bah, en fait, j'ai appris dans mon programme officiel que les 6 descripteurs de la qualité des emplois attendus au programme de terminale seront les conditions de travail, le niveau de salaire, la sécurité économique, l'horizon de carrière, le potentiel de formation, la variété des tâches. Donc là, je suis au bouillon le jour du bac, et ben hop, j'y vais, je me rappelle de tout ça. S'il y en a que je me rappelle pas, bon, bah, tant pis, on ne panique pas, on reviendra là-dessus plus tard. Vous essayerez de retrouver un petit peu des idées, de bidouiller, mais en gros, essayez quand même de vous en rappeler rapidement, parce que vous voyez bien que là, en mettant juste les 6 descripteurs, eh bien, ça vous permet justement d'organiser votre rédaction de manière assez logique à ce niveau-là, d'accord? Donc pensez bien à essayer d'être le plus rigoureux possible quand vous apprenez votre cours, et notamment sur certains mots qui seront attendus, je vous rappelle, dans la grille de correction. Voilà, donc hop, horizon carrière, le potentiel de formation. Et pour finir, la variété des tâches. Donc tac, donc après évidemment il faudrait définir, expliquer davantage. Donc par exemple ici, pour les conditions de travail, on dirait qu'il y a les conditions physiques. D'accord? Donc les conditions physiques, si vous vous rappelez, on avait vu, il y avait cette question de travail à la chaîne, il y avait la question du bruit, il y avait la question des charges lourdes, etc. etc. On avait aussi les contraintes de temps. Est-ce on doit se dépêcher? Est-ce qu'on a le temps de faire ce qu'on doit faire? Etc. etc. Il y avait aussi la question des relations sociales, des relations soit sociales, soit hiérarchiques, donc avec les collègues ou avec la hiérarchie, etc. Le poids de la hiérarchie, si vous vous rappelez, à ce niveau-là. D'accord? Pour le niveau de salaire, on avait vu par exemple qui dépendait de la qualification, qui dépendait de l'ancienneté, qui dépendait du sexe, de la taille de l'entreprise, etc., etc. Donc évidemment, on complète tout ça. Pour la sécurité économique, on avait vu que ça correspondait à la stabilité de l'emploi dans le temps. Et notamment tout ce qui permet d'accéder ensuite à la protection sociale, l'accès aussi au logement, l'accès aussi au crédit, puisque typiquement, évidemment, on verra, si vous êtes en CDI, on vous accorde plus facilement ce genre de service que si vous êtes en CDD ou en intérim. Okay, l'horizon de carrière, la question c'est de se dire, est-ce qu'on peut acquérir de nouvelles qualifications, de nouvelles compétences. Et donc ça passait par notamment, est-ce qu'on a accès à ce qu'on appelait la formation continue. Si vous vous rappelez aussi de ce que c'est que le CPF, bon, c'est le moment de reparler un petit peu de tout ça. Okay, là je mets évidemment les grandes idées, c'est parce que vous êtes au brouillon encore une fois, donc après il faut compléter votre brouillon, là c'est juste pour vous donner les grandes lignes, n'hésitez pas à compléter davantage. Pardon, je me suis trompée pour le coup, l'horizon de carrière, hop, c'est plutôt la potentiel de formation, excusez-moi, pour acquérir les nouvelles qualifications. Je reprends ici, c'est pas très grave. L'horizon de carrière, ça correspond au potentiel, aux possibilités, si vous voulez, le potentiel de promotion. Est-ce que vous allez pouvoir monter dans l'échelle? Est-ce que vous allez pouvoir accéder à de plus grandes responsabilités, de meilleurs salaires, des primes à l'ancienneté, etc. Donc là, c'est la question des promotions. D'accord? Là, j'ai fait une petite erreur. Sur la variété des tâches, la question c'est de se dire, est-ce que il y a une rotation
au niveau des postes, au niveau des tâches qui sont effectuées. Est-ce qu'on enrichit vos tâches? Est-ce qu'on les élargit? Est-ce qu'on vous donne de l'autonomie dans vos décisions, etc., etc., pour lutter contre la monotonie, augmenter la productivité, etc. Ok. Donc là, globalement, on reprend les fameux 6 descripteurs de l'emploi qui sont mentionnés dans le programme. Hop, voilà, tac, et donc là, c'est celui-là, et voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc une fois que vous serez sur votre réaction, c'est se dire à chaque fois, par exemple, je vais comparer le CDI avec le CDD sur chacun de ces points-là, d'accord? Pourquoi est-ce on va opposer ces deux-là, puisque typiquement, il y en a un qui a un contrat typique et l'autre un contrat atypique, donc ceux-là, évidemment, sont de meilleure qualité que ceux-là. Donc l'objectif, ça va être de les opposer sur chacun des types, sur chacun des descripteurs de l'emploi dans votre rédaction. Donc là, par exemple, on peut dire typiquement que en CDI, on a de meilleures conditions de travail. Pourquoi? Parce vu qu'on est là depuis plus longtemps, on a une capacité à négocier, on a de meilleures relations sociales avec ses collègues, etc. Alors qu'en CDI, puisqu'on va souvent changer, on va souvent avoir des tâches plus pénibles et puis de moins bonnes relations sociales. Ici, pareil, en CDI, on a souvent de meilleurs niveaux de salaire. Pourquoi? Parce qu'on est plus qualifié, on est plus ancien, on est là depuis plus longtemps souvent. Et puis surtout, en l'occurrence, on a un pouvoir de négociation aussi. Il y a des négociations collectives qui s'effectuent tous les ans pour la revalorisation des salaires, donc on a un plus fort pouvoir. Ici, en CDI, c'est pas le cas. Encore une fois, ici, CDI, stabilité économique, la stabilité de l'emploi est très bonne, donc dans le temps, on a une bonne sécurité économique et on peut accéder à ces services que je mentionnais tout à l'heure. Tandis qu'en CDD, c'est beaucoup plus précaire, donc on n'a pas accès à tout ça. Okay, etc., etc. Là, le potentiel de formation, pour le CDI, c'est fort puisque votre entreprise a intérêt à vous former puisque vous restez dans l'entreprise à durée indéterminée, tandis qu'en CDD, c'est un peu plus limité, surtout vous êtes là pour remplacer quelqu'un sur un poste bien spécifique. Horizon de carrière, les potentiels de formation, vous imaginez bien que si vous restez dans l'entreprise pendant très longtemps, vous allez plus facilement accéder à des promotions et faire carrière que si vous êtes en CDD sur des contrats courts, évidemment que globalement vous n'êtes pas prioritaire sur ce genre de choses et vous n'allez jamais faire carrière dans votre entreprise. En CDI aussi, typiquement, puisque vous êtes là, on vous a formé à changer de poste, à changer de tâche, à être plus autonome, etc. Tandis qu'en CDD, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une tâche bien spécifique que vous avez été embauché pour un remplacement. Donc en l'occurrence, c'est une variété des tâches qui est relativement beaucoup plus faible. Donc voilà sur ce point-là. On attaque ensuite pour vous montrer un peu la suite, comment procéder, puis après vous verrez que vous maîtrisez assez bien. Donc là, par exemple, si on s'attaque au point 4, donc le point 4, je vous rappelle encore une fois le programme officiel. Donc le programme officiel, c'est comprendre les principales caractéristiques des modèles d'organisation tayloriens, division du travail horizontale et verticale, relations hiérarchiques strictes, et post-taylorien, flexibilité, recomposition des tâches, management participatif. Là, un sujet du bac qui pourrait complètement tomber, c'est vous montrerez les principales caractéristiques des modèles tayloriens et post-tayloriens. Donc là, déjà, ce que vous observez, c'est qu'il y a pas mal d'informations qui disparaissent par rapport à ce que vous aviez dans le programme officiel. Donc ici, encore une fois, on va réfléchir, par exemple, si on va commencer en montrant pour les organisations tayloriennes, là, encore une fois, la question, c'est, il va falloir définir, il va falloir parler, évidemment, de ce que c'est que l'OST, d'accord, l'Organisation Scientifique du Travail, de rappeler les objectifs de Taylor avec son fameux chronométrage des tâches pour essayer de limiter un maximum les gestes inutiles, etc. Donc se baser sur l'observation pour améliorer. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'augmenter la productivité. D'accord? Donc ça, c'est un petit rappel. Et puis après, le réflexe numéro 2 que vous avez après avoir défini, après avoir expliqué, c'est encore une fois le programme officiel. Le programme officiel, qu'est-ce qu'il nous dit sur les organisations tayloriennes? Il nous dit qu'il y a 3 choses qu'il faudrait mentionner absolument. La première chose, c'est la division horizontale du travail. Deuxième chose, la division verticale du travail. Et troisième chose, la relation hiérarchique stricte. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois parce que vous maîtrisez extrêmement bien votre programme que vous vous rappelez qu'il y avait ces 3 choses à mentionner. Ensuite, vous allez plus loin et puis vous dites, vous rappelez qu'il y avait une crise et qui fait qu'on était passé ensuite à des organisations post-tayloriennes qu'on avait appelé les NFOT. Donc là, vous notez pas mal de choses et puis après, vous revenez là-dessus. Et puis là, encore une fois, réflexe, vous vous dites, dans le programme, on nous parle de flexibilité pour ces organisations. On nous parle de recomposition des tâches.
et on nous parle de management participatif. D'accord, donc là, si vous voulez, c'est votre premier tour au brouillon où vous dites, bon, bah, j'essaye de repositionner un petit peu tous les éléments qui me reviennent à l'esprit par rapport au programme officiel, par rapport à ce que j'ai appris cette année, ok? Donc là, ensuite, vous faites un deuxième tour, évidemment, parce que là, c'est un peu incomplet. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, alors, la division horizontale du travail, à quoi ça correspond? Bah, ça correspond à la décomposition en tâches élémentaires, répétitives, répétition du geste. On avait aussi, vous vous rappelez, cette question, bah, là, justement, du chronométrage. Le salaire, il se fait au rendement, d'accord? Et l'objectif, encore une fois, bah, c'est d'augmenter la productivité en limitant les gestes inutiles. D'accord, donc ça, encore une fois, bon, bah, c'était l'or. L'idée ensuite, c'est la division du travail verticale. Donc là, c'est de dire, eh bien, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à la séparation des tâches de conception et de réalisation. Et donc là, l'idée, c'est encore une fois de se dire qui est-ce qui fait la conception? Ce sont les ingénieurs, c'est le bureau des études, etc. C'est les contremaîtres. Et la réalisation, ça va être les ouvriers. Ce qui induit évidemment ce qu'on avait appelé, là, les ingénieurs travaillent sur the one best way, des guillemets, qu'ils imposent évidemment ensuite aux ouvriers. Et donc cette question de dire il y en a qui conçoivent et il y en a qui doivent juste appliquer, eh bien ça induit cette fameuse relation hiérarchique stricte. Donc là, vous faites juste la passerelle rapidement en disant bah, il y a un contrôle hiérarchique qui est strict, il y a ce fameux chronométrage, il y a ces fameux ordres qui sont donnés par la hiérarchie. Okay, là, c'est de se dire, bon bah ok, très bien, ça c'était l'exemple du taylorisme, mais dans les organisations tayloriennes, il y a aussi le fordisme, d'accord? Donc, mais aussi le fordisme. Encore une fois, vous êtes au brouillon, évidemment. Et là, la question, c'est de se dire, bon bah, pour Ford, lui, donc, il a le même objectif, c'est de dire, on veut augmenter la productivité, et lui, donc, ce qu'il va dire, c'est que pour augmenter la productivité, on va augmenter les salaires, c'est le $5 a day, donc pour motiver davantage les travailleurs, pour leur donner du pouvoir d'achat, pour accéder à la consommation de masse, qui fera qu'il pourra produire plus ensuite, etc., etc., pour motiver. Il va aussi y avoir la standardisation des pièces, des outils, etc., parce que bah, typiquement, si vous produisez la fameuse Ford T, un seul modèle, bah, typiquement, ça va beaucoup plus vite que de devoir changer de pièces, de devoir changer de modèle, de devoir changer d'organisation de la production. Dernière chose qu'il induit, c'est le travail à la chaîne, donc la fameuse chaîne, le fameux convoyeur, qui va lui permettre d'amener les pièces plus rapidement aux travailleurs et donc de renforcer encore une fois cette question de décomposition des tâches, de chronométrage, etc., etc. On arrive néanmoins dans la crise, d'accord? Donc là, c'est les années 70, donc les années 1970. Là, c'est de se dire, bah, en fait, on observe un fort turnover, on observe un essoufflement de la consommation de masse. Vous notez ça, parce qu'évidemment, il faut le noter au bruit aussi. Donc, turnover. Pourquoi? Bah, parce que il y a une perte de sens, aliénation des travailleurs, etc. Donc, il y en a qui veulent se renouveler, qui en ont marre de répéter le même geste. Je vous rappelle que c'est très fatigant, très épuisant physiquement, que ça casse les ouvriers. Donc, voilà. Vous avez aussi, donc, ce que je viens de dire, essoufflement de la société de consommation. D'accord, les individus, la société de consommation de masse en tout cas, les individus veulent se différencier, ne veulent plus avoir tous le même produit, veulent de la diversité, etc. Apparaissent donc les organisations post-tayloriennes qu'on appelle aussi les NFOT. Donc les NFOT, c'est les nouvelles formes d'organisation du travail. Et là, en l'occurrence, nous, le modèle qu'on a plus pris, c'était le toyotisme, d'accord? Donc, si vous vous rappelez, Taishi Ono, etc. Enfin, voilà. Après, plus vous en mettez, évidemment, mieux c'est. Et c'est ça qui va différencier une bonne copie d'une très bonne copie. Mais là, c'est pour vous donner les éléments pour vous permettre de faire déjà une bonne copie, ok? Donc là, évidemment, flexibilité, bah, il faudrait rappeler, donc rappel de la définition, évidemment, de la flexibilité. Et puis après, bien rementionner ces questions de flexibilité au niveau de la quantité de travail, que ce soit de manière interne, avec en l'occurrence les heures supplémentaires, ou de manière externe avec le recours, pour le coup, à des intérimaires, par exemple, à des contrats courts, etc. Vous avez aussi une flexibilité qui n'est pas quantitative, mais qui est qualitative, donc au niveau de la qualité du travail.
Et là, bah aussi, de manière interne, en l'occurrence avec la polyvalence des travailleurs, ou de manière externe avec la sous-traitance, d'accord? Ensuite, c'est le moment de reparler des 5 zéros, si vous vous rappelez cette question de zéro stock, zéro délai, etc., etc. La production à flux tendu, voilà. Donc là, n'hésitez pas, évidemment, encore une fois, à tartiner tout ce que vous connaissez ici, c'est très très bien, d'accord? Là, c'est un minimum pour faire une bonne copie, je le rappelle. Deuxième chose qu'il faut renoter, c'est la question de la recomposition des tâches. On les avait, je vous rappelle, divisées au maximum. Là, on les recompose. L'objectif ici, c'est de responsabiliser et de renforcer l'autonomie des travailleurs, d'accord, dans la répartition notamment du travail. Donc là, on retrouve du travail un peu plus complexe, on n'est plus sur des gestes tout simples, etc. Les équipes sont collectivement capables de faire la production, elles s'organisent ensuite comme elles souhaitent, elles se responsabilisent vis-à-vis de ça. Et dernier point, le management participatif, donc là qui va venir en contradiction complète avec la relation hiérarchique stricte, c'est de dire, eh bien, c'est un mode de gestion qui prend en compte les idées, les initiatives, les propositions des travailleurs. Des salariés, des travailleurs. Donc voilà, donc là, après évidemment, il faudrait développer tout ça à l'écrit, il faudrait bien expliquer les mécanismes, les définitions, etc. Mais là, ça vous permettrait de répondre à cette question-là. Vous pourriez aussi avoir une question qui serait, vous distinguerez les principales caractéristiques des modèles tayloriens des post-tayloriens. Donc là, c'est de dire, bah, vous faites exactement la même chose sur votre brouillon, sauf que dans votre rédaction, il faudra venir mettre, par exemple, je vous l'ai dit, typiquement la recomposition des tâches, elle vient en opposition à la division horizontale du travail. Vous pouvez prendre aussi ces questions de flexibilité, de management participatif qui vont venir en contradiction complète avec les relations hiérarchiques strictes. Donc là, ça serait d'opposer à chaque fois les différentes caractéristiques.